Je vous le disais en commençant cette émission, on a fait le choix de revenir sur la vague terrible de licenciements partout en France. Valeo, Michelin, Vencorex, Carrefour, ArcelorMittal, Auchan. Il y en a beaucoup, beaucoup trop évidemment. En tout, c'est près de 300 plans de licenciements dans plein de secteurs différents et entre 200 et 300 000 emplois menacés. On va discuter de tout ça avec nos invités. On accueille Carole Coman, caissière à Auchan, élue CGT. Bonjour Carole, asseyez-vous. Et Romain Bassiac, technicien à Michelin, également élu CGT. Bonjour, installez-vous. Et avec tout ça, Cyprien Boganda, chef adjoint de la rubrique Capital Travail de l'Humanité. Un Cyprien qui remplace un autre Cyprien. Je pense qu'à la télé, nous n'avons jamais vu ça. Voilà. Bonjour à tous les deux. Bonjour Carole. Bonjour. Bonjour Romain, comment vous allez? Ça va. Ouais, ça va. Content d'être là? Oui, bien sûr. Ouais, vous avez fait bon voyage? Parfait. Super. Alors peut-être Cyprien d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi Michelin et Auchan sont un petit peu emblématiques de la situation qui se passe en ce moment? Ouais, on s'est dit que c'était très important de vous avoir tous les deux sur le plateau avec nous, parce qu'en fait, vos deux histoires, elles disent quelque chose du choc social qu'on est en train de vivre. Parler d'Auchan et de Michelin, c'est parler de toute une série de problématiques qui sont au cœur de l'actualité aujourd'hui. Il y a la casse sociale, bien sûr. Il y a le scandale des aides publiques accordées aux entreprises sans contrepartie. Et puis, il y a plus généralement la violence du choc entre le capital et le travail. Et puis, vos deux entreprises, en fait, appartiennent à deux des secteurs économiques qui sont les plus sinistrés, plus exactement, qui détruisent le plus d'emplois. On verra au cours de l'émission si ce sont vraiment des secteurs sinistrés. Pour commencer, j'ai une première question très simple à vous deux. Est-ce que vous pourriez nous dire, l'un comme l'autre, comment vous avez appris que votre entreprise préparait un énorme plan de suppression d'emplois? Je ne sais pas qui veut commencer. Peu importe. Bon, allons-y gaiement. Comment on l'a appris en premier temps? On l'a appris par médias, par voie médiatique. Donc au début, on a pensé que c'était une rumeur, mais comme ça s'est accentué au fil de l'eau. On a compris que c'était une réalité, que les informations avaient fuité. Je pense que c'était redescendu du national. Mais quand vous dites les médias, ça veut dire que la direction ne vous a pas prévenu? Du tout. Du tout. Du tout. On a appris comme tous les citoyens lambda, à la télé ou à la radio. Et quand vous avez demandé ce qu'il en était, qu'est-ce qu'on vous a répondu? Vous avez eu des réponses tout de suite, des clarifications? Non, pas du tout. Du tout. Et quand ça s'est accentué, là, ils étaient mis devant le fait accompli. Donc, mais au niveau de notre direction, non, il n'y a pas eu de plus de précision pour nous dire réellement la situation qui ça dit quelque chose se préparait. Quoi. Ça dit quelque chose de la conception du dialogue social dont se vendent beaucoup du non-dialogue social. Voilà, en l'occurrence. Et pour vous, Romain, est-ce que ça a été le cas aussi? Nous, les bruits ont commencé à courir dès le jeudi de la semaine d'avant. Des camarades nous ont alertés parce que les bruits couraient sur Cholet et les bruits sont venus d'au-dessus, de la préfecture, sous-préfecture, des RG. Donc c'est redescendu. Après, Michelin a toujours procédé comme ça. Ils informent déjà à l'extérieur pour mettre dans la tête de la population qu'il va y avoir quelque chose. Et donc après, c'est descendu jusqu'aux élus de nos sites qui nous ont alertés. On a appelé la direction dès le jeudi et la direction nous a dit on peut rien vous dire pour l'instant. Et par contre, après, voilà, il y a eu Fabien Roussel le dimanche sur France 3 qui a annoncé en direct la fermeture de l'usine de Cholet et de Vannes. Donc dès le lundi, retour au boulot, on a appelé la direction et la direction nous a dit que la fumée allait bientôt sortir. Elle est sortie dès le lendemain, quoi. Ça précipitait un peu, les paroles de Fabien Roussel ont précipité un peu les annonces, mais ça devait se faire. Donc les salariés, qu'ils l'apprennent le mardi ou qu'ils l'apprennent le jeudi, c'est pareil, mais il fallait faire les annonces et les salariés en avaient marre d'attendre et d'attendre la sentence, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, ça fait 1254 salariés licenciés, quoi. Mais juste pour mesurer la dinguerie de la chose, c'est les RG qui vous l'ont appris avant la direction? Ouais, les RG, parce que les RG l'ont appris par la préfecture, donc après c'est redescendu, donc voilà. Avant de continuer à discuter, on va regarder un reportage de Franck Cartelet, ça permettra un peu des images aussi un peu du terrain, de là où vous avez milité. On regarde ça et puis on en discute après. Auchan, Michelin, Valeo, MA France, Vencorex, mais aussi de nombreux secteurs comme la métallurgie, le commerce ou la chimie. La France est frappée par une vague de plans sociaux sans précédent. Et la CGT alerte. J'ai rencontré Michel Barnier avant son discours de politique générale, donc tout début octobre. Je lui ai remis une liste de 180 plans de licenciement. Aujourd'hui, nous sommes à 300. Ça fait plus d'un nouveau plan de licenciement chaque jour. Il faut mettre fin à cette saignée industrielle. Michelin, tes salariés sont là!
ton PSE, on n'en veut pas. Au tout départ, Michelin, c'était une entreprise familiale et tout, mais ces valeurs-là, elles sont parties avec l'actionnariat. De toute façon, à partir du moment où ils sont rentrés dans ce monde capitaliste, les actionnaires, là, il n'y a plus de famille. Maintenant, on est juste un matricule. On pensait plus à une réduction du personnel, mais pas une fermeture complète. Voilà, on dit on a fait beaucoup d'efforts et ça fait mal. Pour la centrale syndicale, le prochain gouvernement devra impérativement changer de politique sociale. Ce qui nous intéresse, c'est le scénario. Si François Bayrou abroge la réforme des retraites, ça montrera qu'il a su renouveler son logiciel. Donc c'est très positif. Et ça sera encore une preuve de la plasticité du cerveau, quel que soit l'âge. C'est très important. L'entreprise aujourd'hui, elle génère encore des profits. Elle a perçu pendant la période 2013-2018 un demi-milliard d'aides publiques d'État qui sont conditionnées normalement à préserver l'emploi, à la recherche technologique. Malheureusement, chez Auchan, depuis 2009, on empile les PSE à la queue leu-leu qui plongent des milliers de familles dans le désarroi, avec seul pour horizon France Travail. Quand Auchan est obligé de verser plus d'1 milliard de dividendes, c'est-à-dire le groupe se porte très bien, c'est un choix politique. Par contre, nous, on risque le chômage et après on va nous mettre dans des cases comme quoi c'est les chômeurs qui ne créent pas de la richesse dans ce pays. C'est bien vous qu'on voyait, Carole, à la fin du reportage. Qu'est-ce que ça fait de revoir ces images de lutte avec vos collègues? C'est une continuité puisqu'on y est encore. Et c'est pas derrière nous, c'est devant nous. Donc, pour l'instant, les camarades sont encore en place, ils continuent à travailler, mais on sait que le PSE, les conditions du PSE vont être annoncées début janvier. Donc, ils vont passer des fêtes franchement lunaires, parce que ils ont décidé d'annoncer ça maintenant. Donc, on voit un peu le système machiavélique qu'ils sont en train de mettre en place. Et puis c'est chez nous, quoi. Là, pour le coup, il y a 9 personnes à Val-de-Fontenay, Auchan, en tout cas mon hypermarché. Et pour 9 personnes, et dont une personne qui va être à la retraite dans 2 ans. Donc, comment ça se passe, les mobilisations? On continue la mobilisation, on essaye de mettre des actions en place. C'est pas simple. Voilà, c'est pas un individuel, c'est un collectif. Donc, faut motiver aussi les salariés qui sont pas menacés directement, concrètement par ce PSE, mais on essaye de leur expliquer que la machine est lancée. Donc, il faudrait quand même qu'ils bougent un petit peu. Ça s'appelle de la solidarité, puisque le problème d'autrui sera le vôtre demain. Ouais, d'ailleurs, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit qu'il faudrait peut-être arrêter avec l'expression plans sociaux, parce qu'effectivement, ça en a probablement que le nom. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Bien sûr. On est là pour ça aujourd'hui, justement. Parce que c'est plus des plans sociaux, c'est pas une avancée, c'est de la régression, c'est toujours taper sur le salarié, toujours raboter dans le salarié, dans les petites mains, parce que les actionnaires continuent à s'en mettre plein la fouille. Faut bien qu'on se le dise. Donc à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des abrutis. Parce que si Mullier, aujourd'hui, il en est là, je l'attaque même pas directement, le fondateur, parce que jusqu'ici, entre guillemets, il nous avait quand même respectés, mais s'il nous avait vraiment respecté, on n'en serait pas là. Parce qu'il aurait dû préparer le terrain. On va discuter un peu plus tard de cette fameuse famille Mullier. Oui, de cette fameuse famille. Peut-être avant, Cyprien, tu avais une question sur les conditions de travail. Effectivement, on va rentrer dans le dur après des stratégies de vos groupes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les amène, enfin, comment ils justifient les suppressions d'emplois. Mais on avait des questions à vous poser sur les conditions de travail, tout simplement. Oui. Puisque vous gagnez 1 200 € par mois. En tant que caissière, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ressemble le quotidien d'une caissière chez Auchan, d'autant qu'on dit hôtesse, relation client, je crois que c'est la formule consacrée. La dernière. Oui, parce que ça a beaucoup changé, c'est ça. C'était caissière, comme on a tous connu depuis la nuit des temps. Après, ils se sont dit on va enjoliver, comme si c'était une honte, mais pas du tout, parce que quand on disait caissière, il y avait les salaires qui suivaient, pas les salaires. Il y avait un système qui était mis en place qui faisait que on y arrivait. On n'était pas en train de survivre, on vivait. Après, ils ont mis hôtesse de caisse, histoire de faire joli. Et là, on commençait déjà à tomber dans du dur. Et maintenant, ils ont mis hôtesse relation client. Mais qu'est-ce que ça cache, ce changement de nom? C'est pour valoriser, parce que vous savez bien, l'humain aime être valorisé, mais si dans l'assiette, il n'y a rien, vous voyez ce que je veux dire? Laissez caissière et puis donnez-nous un peu d'argent, quoi. Parce que hôtesse de relation client, ça veut rien dire. Rien dire du tout. On savait déjà qu'on était dans la relation client. On les a pas attendus. Chacun, en tout cas, moi, j'ai choisi mon métier. Il n'y a personne qui me
et qui me forcent à faire quoi que ce soit. J'ai choisi mon métier, j'y suis depuis 28 ans. Donc, franchement, leur appellation... Ouais, le nom a changé, mais pas le salaire. Et vous avez perdu beaucoup d'avantages, d'après ce que vous disiez. Oui. Qu'est-ce que vous avez perdu en primes Déjà, les primes trimestrielles, il n'en existe plus. Ils vous donnent des 5 euros, des 86 euros, des 15 euros. L'actionnariat, il n'y en a plus. Ils ont même réussi à taper dans l'actionnariat. Il faut le faire. Donc, ce qui avait été, ce que vous aviez pu acquérir, une année, vous aviez quasiment perdu les 3/4. Ouais. Et nous expliquer que c'était pas acquis. C'est quelque chose que vous avez gagné, mais concrètement, c'est pas ce que vous aviez mis. Mais quand on a vu 3 chiffres, on veut plus en voir 2. Hein. Je veux dire que, voyez, à tel point qu'ils veulent essayer même de vous lobotomiser. Maintenant, s'il y avait de l'argent sur le compte, on veut, même si on fait pas de profit, mais on veut garder cet argent-là. Et comment vous pouvez expliquer, excusez-moi. Non, allez-y. Non, voilà, comment vous pouvez expliquer que vous allez encore taper dans l'actionnariat, que pour moi, c'est quelque chose qui devrait être acquis. Non, j'allais demander juste, en plus du problème des salaires, est-ce que justement dans les conditions de travail, est-ce que par exemple il y a des maladies professionnelles, est-ce que, comment ça se passe justement Beaucoup de maladies professionnelles, datées, des accidents de travail. Oui, j'imagine. Parce que les conditions sont compliquées. C'est quoi les maladies qui sont les plus... moi, j'ai... Tendinite, ouais, c'est ce qu'on appelle les TMS, c'est ça, les troubles musculo-squelettiques. D'ailleurs, on a des tableaux bien spécifiques pour les hôtesses de caisse, pour les personnes en rayon, etc. En tout cas, pour ma part, ça s'appelle un tableau 57. Et dedans, vous avez toutes les maladies professionnelles qui peuvent être déclarées. Et dès que ça apparaît dans le tableau, c'est tout de suite automatiquement pris. Il faut faire la démarche, bien sûr. C'est pas automatique. Il faut que la personne, le salarié qui est concerné fasse la démarche. Mais dans ce tableau-là, oui, tout est bien listé. Donc ça veut dire qu'il y a des antécédents, ils y ont travaillé. Et ce tableau-là nous simplifie quand même. Romain, c'est le cas aussi dans votre entreprise ? Bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, les salaires ne sont pas très très hauts non plus chez Michelin. Monsieur Ménégo a beau avoir fait des annonces dans la presse pour dire que, que chez Michelin, on avait un salaire décent. Florent Ménégo, c'est le PDG de... C'est ça, c'est le PDG de chez Michelin. Aujourd'hui, est-ce qu'avec 1 600 € par mois pour une famille de 4 personnes, même à Clermont-Ferrand, on arrive à vivre? Ou est-ce qu'avec 2 400 € à Paris, pour 4 personnes, on arrive à vivre? Pour lui, oui. Il faudra qu'il nous explique comment. Mais c'est facile pour lui. Lui, il touche 3,5 millions d'euros à l'année. Donc pour lui, les fins de mois ne sont pas difficiles. Aujourd'hui, nous, les salariés, au 15 du mois, ils sont dans le rouge. Et pourtant, on est dans une entreprise qui fait 10 milliards de bénéfices. On est dans le leader, dans l'échelle numéro 1 mondiale du pneumatique. Aujourd'hui, Michelin est l'entreprise qui paye le moins bien de la branche du caoutchouc. Ce fameux salaire décent, en plus, il ne concernait pas tout le monde, contrairement à ce qui avait été annoncé. À la base, ça avait été présenté justement comme quelque chose qui... Il y aurait une différence entre les territoires, mais ça devait concerner tous les salariés. Et en fait, ce n'était pas le cas, c'est ça? Aujourd'hui, les annonces étaient faites pour que même les salariés des pays étrangers puissent vivre dignement. Nous aussi, on souhaite que les salariés de Thaïlande, des pays asiatiques, de la Pologne, puissent vivre dignement de leur travail chez Michelin. Mais aujourd'hui, rien que les salariés français, ceux qui rentrent au bas de l'échelle, ne vivent pas dignement chez Michelin. Donc l'annonce, c'est bien beau de faire des annonces, mais derrière, c'est que de la com, c'est que des effets de com. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés Michelin qui ne vivent pas dignement en travaillant chez Michelin. Mais en plus, corrigez-moi si je dis une bêtise, mais il parlait en fait de salaire décent pour dire rémunération décente. Donc en fait, c'était le salaire plus les primes. C'était pas le salaire en tant que tel. C'est ça, l'arnaque ultime de ce truc. Lui, il dit que c'est du salaire. Ouais. Nous, on dit que c'est de la rémunération. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les salariés, il y a beaucoup de salariés qui ne touchent pas 1 600 € s'ils ne mettent pas les primes dedans. Donc lui, voilà, il parle de salaire. Nous, on est certain que c'est de la rémunération. Il ne nous a pas contredit, donc on attend toujours que M. Ménégo prenne la parole pour nous contredire, mais on n'y a toujours pas vu, quoi. Mais en plus, Michelin, c'est pas n'importe quelle entreprise. C'est vraiment le temple de ce qu'on appelait le paternalisme patronal au 19e siècle. Et à l'époque, en fait, l'entreprise prenait en charge les salariés et leurs enfants. Il y avait des écoles Michelin, des restaurants Michelin, des immeubles Michelin, etc. Et aujourd'hui encore, la direction déploie énormément de communication pour vanter l'exemplarité de ces pratiques. Quel effet ça vous fait de travailler pour une entreprise humaniste? À l'époque, Michelin avait compris le système, en fait. Comme vous venez de le dire, il y avait des restos, il y avait des crèches, il y avait même une grande surface. Les gens faisaient leurs courses chez Michelin. En fait, Michelin, l'argent qu'il donnait à ses salariés, ça lui revenait dans les poches parce que tous les salariés vivaient que chez... En fait, ils faisaient leurs courses et tout chez Michelin. Donc, en fait, il leur donnait 1 500 francs, et ils récupéraient peut-être 1 200 francs à la fin du mois. Donc, il avait tout compris. Aujourd'hui, ce côté-là, il n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a plus d'entreprise. C'est plus une entreprise sociale. Je ne sais même pas si ça l'a été un jour.
Mais aujourd'hui, c'est loin d'être une entreprise sociale. On peut, rien que avec les maladies professionnelles, avec les accidents du travail. Aujourd'hui, quand on rentre chez Michelin, on nous donne un badge avec un numéro dessus. Et ben, quand ce numéro pour Michelin n'est plus rentable, et ben, on le met dehors. Allez-y. Ah, c'est bon. Dans un autre reportage qu'a tourné Franck Cartelet, Carole, vous disiez qu'à Auchan aussi, avant, il y avait de la considération, de l'écoute, il y avait de l'humain. Il y avait une collègue à vous qui disait, voilà, il y avait de l'humain, on nous écoutait, etc. Et vous dites aussi, maintenant, ils nous font la misère. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce changement de relation entre la direction et la salariée? C'est venu tout doucement. Hein, ils ne sont pas arrivés avec leurs gros sabots. Hein, c'est un système qui est mis en place. Et... comment vous expliquer? C'est-à-dire que c'est assez déguisé. Voyez, un salarié qui va tomber malade, un salarié qui ne va pas accepter de travailler les fériés, on va lui faire un chantage. Voyez, il va demander un week-end, on ne va pas lui donner, alors qu'habituellement on lui donnait quand il était conciliant. Si on peut appeler ça de la conciliance, hein, parce que c'est volontaire normalement, c'est du volontariat. Un salarié qui va s'arrêter parce qu'il est malade ou qui va vouloir rentrer et abandonner son poste parce qu'il peut vraiment pas, ben celui-là n'aura pas servi au chef de secteur ou au manager. Donc automatiquement, il va avoir tout de suite le changement d'attitude, la déconsidération. Au début, c'était parce que c'est-à-dire, il faut pas leur donner des sales, parce que pour moi, j'appelle ça des sales habitudes. Le salarié, il pense qu'en étant conciliant et docile, le chef le sera aussi. Mais tant qu'il sert, tant qu'il va dans le sens du responsable, tout va bien. C'est après qu'on voit les vrais visages. Donc on rencontre ce genre de problème. Avant, comme je disais avec des collègues, on en parlait, on nous appelait pour savoir comment on allait. Aujourd'hui, on nous appelle pour savoir quand on reprend. Mais... Sur la question de la santé, il y a justement quelqu'un dans le chat, Alexandre, qui demande quelles sont les solutions pour les maladies professionnelles telles que la tendinite. La solution des patrons semble être l'automatisation des postes, entraînant ainsi la suppression d'emplois. Comment utiliser les progrès technologiques au bénéfice des caissières? Comment utiliser? Bonne question, hein. Mais est-ce que moi j'ai la solution? Je ne pense pas. Est-ce que, par exemple, le développement des machines automatiques, est-ce que c'est une solution ou est-ce que... Ou est-ce qu'au contraire, ça participe à supprimer des emplois? Bah, bien sûr, c'est flagrant, bien sûr. Quand vous voyez que dans un site, il y a 5 caisses, avant on n'en avait qu'une, caisse. Une personne, une caisse, ça marchait par paire. Maintenant, il y a 5 caisses pour des fois une hôtesse. Or, il existe, ça s'appelle un parcours d'encaissement. Quand ils ont mis des LSA, des libres services assistés, caisses libres services assistés, c'est ça l'appellation. Tout est bien écrit, tout est bien acté. Mais entre ce qui est écrit et la réalité, il y a un monde. Donc sur un LSA, sur un poste, s'il y a 5 caisses, il y a 2 hôtesses. Au jour d'aujourd'hui, dans tout le LSA, quand il y a 11 caisses, des fois vous vous retrouvez avec une hôtesse ou 2 hôtesses. Il doit avoir un hôte ou une hôtesse de caisse sur chaque extrémité. Ça n'existe pas, c'est utopique. Donc déjà, c'est faussé. Et vous avez vu en parallèle la fonte des effectifs dans vos magasins? Ah oui, les suppressions d'emplois, les vagues de suppression d'emplois. Tout en sachant que moi, j'y suis depuis 28 ans. Et oui, vous avez un peu de recul. Ouais. Donc, il y a le avant, il y a le après. On a commencé à parler des muliers. Je vous propose qu'on regarde un petit focus qu'on a réalisé en début de semaine pour que tout le monde comprenne bien qui c'est, ce qu'ils pèsent, le pouvoir qu'ils ont. On regarde ça, puis on en discute après. Vous allez faire vos courses chez Auchan, puis vous allez acheter quelques bricoles chez Leroy Merlin avant d'acheter du matériel sportif chez Decathlon. La famille Mullier détient toutes ces enseignes. Sans vous en rendre compte, vous venez de participer à l'enrichissement d'un groupe français colossal. Une fortune évaluée à 52 milliards d'euros, entre 850 et 900 descendants directs, et évidemment une galaxie d'entreprises comprenant Auchan, Decathlon, Kiabi, Boulanger, Noroto ou encore Flunch. Les Mulliers sont gourmands. Ils ont ponctionné 1 milliard d'euros de dividendes à Decathlon fin novembre, et plus tôt dans le mois, ils ont déclenché le pire plan social d'Auchan avec près de 2400 postes supprimés. Et comme si cela ne suffisait pas, de nombreux membres de la famille sont exilés fiscaux en Belgique, et plusieurs dizaines de sociétés du groupe sont immatriculées au Luxembourg. Il nous veut l'argent! Dividendes, paradis fiscaux, plans sociaux massifs, chez les Mulliers, faire de l'argent par tous les moyens, c'est une affaire de famille.
Merci beaucoup à Aliénor et à Thomas qui ont réalisé ce focus. Carole, quand on sait que la famille Mullier pèse 52 milliards d'euros, est-ce qu'on peut comprendre ces politiques massives de licenciement? Du tout. Et comme c'est des gens qui veulent se gaver, hein. Donc on n'est pas au bout de nos peines. Hein. Ça va continuer, parce qu'ils en ont jamais assez. Donc je ne sais même pas ce qu'ils vont faire de ces 52 milliards. Ils n'auront même pas assez d'une vie ou de 10 vies pour les dépenser. Donc qu'ils continuent à se gaver et qu'ils gardent leur conscience pour eux, parce que franchement... c'est hallucinant, quoi. Ça n'a ni queue ni tête. C'est suicidaire, je comprends pas. Et je comprends même pas que le gouvernement laisse faire. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il puisse réguler. Le gouvernement est là pour ça. Donc, franchement, c'est écœurant. Cyprien? Ouais, non, mais juste pour poursuivre ce que vous dites, Auchan s'abrite derrière le fait qu'ils ont des résultats qui sont mauvais. C'est vrai, quand on regarde les résultats d'Auchan, ça va pas très bien. Mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est que en fait, il y a une crise du modèle de l'hypermarché, le truc qui est né en France dans les années 50-60. Donc à l'époque où vous alliez faire vos courses dans des magasins de 3000 m², vous aviez tout en fait. Vous alliez redécorer votre maison, acheter à manger, acheter des bijoux si vous vouliez. Enfin voilà. Ce modèle-là, il est en crise, mais j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on en parle. Donc on peut penser que Auchan avait largement le temps de se préparer et l'argent aussi de le faire. Et par ailleurs, comme vous l'avez dit, il y a plein d'enseignes en fait. La Galaxie Mullier, c'est pas seulement Auchan, c'est Kiabi, c'est Leroy Merlin, c'est Decathlon, qui viennent d'ailleurs de distribuer 1 milliard d'euros de dividendes à la famille Mullier. Donc c'est un groupe qui va bien en réalité. Bien sûr, une société qui va très très bien. Parlons bien. C'est le cas de Michelin aussi. Tout à fait. Michelin qui pareil, distribue des dividendes, qui a je crois que c'est même record, je me semble. 1,4 ou 1,5 milliards d'euros en 2024. Ça s'est multiplié en fait depuis les dernières années, etc. Et donc en fait, il n'y a aucune raison finalement. Voilà, il n'y a aucune raison. Aujourd'hui, les licenciements, ce sont des licenciements boursiers, il ne faut pas chercher plus loin. Aujourd'hui, c'est pour satisfaire aux actionnaires. Les actionnaires en veulent de plus en plus. Michelin leur a promis 50% du bénéfice en actions. Donc aujourd'hui, ils n'en sont pas très très loin. On fait 3,5 milliards de bénéfices, on reverse 1,4 à 1,5 milliard de dividendes. Donc il n'en manque pas beaucoup pour arriver aux 50%. Et Michelin leur a promis, Ménégo en tête, leur a promis 50% qu'ils allaient leur reverser en dividendes. Dans si ce n'est pas l'année prochaine, ça sera l'année d'après, mais ils vont y arriver. Mais tout ça au sacrifice déjà des 1254 premiers salariés. Aujourd'hui, ça ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, c'est Vannes et Cholet, mais il y aura d'autres usines françaises qui seront concernées dans les années à venir. Quand il y a de tels bénéfices, effectivement, on a du mal à comprendre comment c'est possible après de se justifier de fermer des sites, etc., en parlant de compétitivité ou essayant de noyer un petit peu le poisson. On va avancer un petit peu. Malheureusement, le temps file. Le service Infographie de l'Humanité a réalisé avec la CGT une carte des emplois menacés ou supprimés en France. Alors, c'est une carte extrêmement riche. Normalement, vous allez la voir sur votre écran. Cyprien, ça va être ton boulot de nous expliquer ce qu'il y a sur cette carte et de nous faire passer le message, parce que quand on l'aura derrière moi, et à côté de moi, partout, elle est partout. Ouais. Alors, en plus, elle n'est pas hyper grande. J'espère que sur le chat, vous la voyez bien, mais de toute façon, Cyprien, explique-nous. Ouais, alors je vous explique. En fait, c'est une carte terrifiante, puisqu'il faut savoir que chaque tache de couleur, c'est un plan de suppression d'emplois en France. Donc, il y a beaucoup de tâches. La CGT, elle a compté 300 PSE, donc plan de suppression d'emploi. On ne va pas utiliser le terme. Enfin, la nouvelle langue libérale qui est plan de sauvegarde de l'emploi, c'est bien des plans de suppression d'emploi qu'il s'agit. Donc 300 PSE depuis septembre 2023. On peut faire une analyse spatiale et sectorielle de cette carte. Alors c'est pas très compliqué sur le plan spatial, on voit que beaucoup de régions françaises sont concernées, certaines quand même plus que d'autres. C'est notamment le cas des Hauts-de-France, du Grand Est, de la vallée du Rhône et d'une partie du Grand Ouest. C'est pas un hasard en fait, c'est lié au fait que ce sont des régions qui sont traditionnellement très industrialisées. Même si pour la Bretagne c'est un peu plus récent on va dire, et c'est donc des régions qui ont connu une casse sociale massive au cours des 30-40 dernières années. Il y a eu des centaines de milliers d'emplois supprimés, et malheureusement on voit que ça continue aujourd'hui. Pour ce qui est de l'analyse sectorielle, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais en gros, d'après les remontées de la CGT, la métallurgie c'est le secteur le plus concerné, c'est 13 000 emplois directs qui sont supprimés ou menacés. La grande distribution, on parle de 10 000 emplois. La chimie, c'est plus de 7 000. Enfin voilà, c'est une véritable purge. À l'arrivée, la CGT estime qu'il y a 200 000 emplois qui sont menacés ou supprimés. Pour construire ce chiffre, en fait, ils ont additionné à la fois les emplois qui sont directement menacés par les PSE
Ils ont rajouté à ça les emplois induits, parce qu'il faut savoir que et Romain le sait très bien, quand une usine ferme, en fait, il y a des conséquences en cascade sur l'ensemble de ses sous-traitants. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la désertification de certains territoires, parce que quand vous avez une usine qui ferme, les boulangers autour, et les petits commerces en général, il ne reste plus grand-chose. Et pour expliquer les raisons de ce carnage, en fait, on invoque généralement des causes conjoncturelles. Donc pour l'industrie, c'est la hausse des prix de l'énergie et la concurrence asiatique. Et pour la grande distribution, ce serait le changement des habitudes de consommation. Il n'y a rien de tout cela qui est vraiment faux. Je pense qu'il faut rajouter en plus le fait qu'il y a un gros problème de demande en France et en Europe. Donc demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les ménages ne consomment pas assez. C'est normal, ils n'ont pas assez d'argent pour le faire. Et les entreprises n'investissent pas suffisamment. Ça, c'est lié notamment à la hausse des taux d'intérêt qui ont été pratiqués par les banques centrales depuis 2 ans, en gros. Et puis surtout, il ne faut pas sous-estimer le rôle que jouent les multinationales dans cette casse sociale. On a commencé à en parler, mais il y a plein de grands groupes qui suppriment des emplois et qui pourtant font des bénéfices. Donc c'est vraiment pour des raisons purement financières, il n'y a absolument rien d'économique derrière. Et Michelin, justement, est emblématique de cette réalité, on a commencé à en parler. Peut-être qu'on peut poursuivre un peu. Romain, est-ce que vous comprenez pourquoi une boîte qui fait 2 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière va supprimer des emplois? On invoque la concurrence chinoise notamment. Michelin nous dit oui, d'accord, on va bien, mais la Chine envahit l'Europe de pneus pas chers. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Aujourd'hui, une grande partie des pneus Michelin ne sont plus fabriqués en France. Aujourd'hui, le haut de gamme en voiture est resté en France, au Gravanche, dans l'usine des Gravanches à Clermont ou dans l'usine de Rouen. Mais autrement, toutes les dimensions en dessous du 19 ou voire même du 20 pouces, c'est fabriqué à l'étranger. Alors 19-20 pouces pour ceux qui... Moi, j'ai pas de voiture par exemple, mais c'est la taille des pneus. Voilà, 19 pouces, c'est des gros pneus. C'est les BM, quoi. BM, Audi, Mercedes, et puis après on monte jusqu'à Ferrari, Porsche, et voilà. Mais aujourd'hui, tous les autres, les 16, 17, 15 pouces, c'est fabriqué à l'étranger. Donc que Michelin nous dise que les concurrents, c'est pas par rapport aux concurrents. Aujourd'hui, ces pneus, ils les fabriquent aussi à l'étranger. Donc non, aujourd'hui, c'est vraiment un choix stratégique et un choix boursier. Et Michelin veut faire de plus en plus de bénéfices. Et les 3,5 milliards de bénéfices, aujourd'hui, elles sont là, quoi. Ils sont là. Hein. Donc chaque année, il fait de plus en plus de bénéfices. Mais par contre, derrière, il licencie. Donc moi, je rejoins quand même mes camarades d'Auchan. Le gouvernement devra un jour prendre des décisions. Que les entreprises qui créent des bénéfices records d'année en année n'aient pas le droit de licencier. Et surtout qu'elles touchent des aides publiques. Aujourd'hui, Michelin a quand même touché 100 millions d'aides publiques cette année, 100 millions d'aides publiques l'année dernière. Et ça fait des années que ça dure. Mais à côté de ça, il ferme. Mais on a déjà vécu à La Roche-sur-Yon où ils ont acheté des machines avec l'argent public. Et ces machines-là sont parties dans les pays de l'Est. Donc aujourd'hui, ça va faire la même chose avec Cholet. Les machines vont partir en Pologne, mais par contre, elles auront été achetées avec l'argent français. Sur le rôle juste de l'État, il y a quelqu'un, Anna, dans le chat, qui demande si François Hollande n'a pas favorisé les PSE. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Cyprien, est-ce que... Alors, il a déjà beaucoup de choses à se pardonner. On va peut-être pas lui imputer ça en plus. En tout cas, alors, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'il y a eu une flexibilisation. Quand on parle de flexibilisation du marché du travail, c'est une casse du marché du travail. Déjà à l'époque de François Hollande, c'est sûr. Et par ailleurs, on va en parler, il y a beaucoup d'argent public qui a été mis sur la table, avec à l'arrivée très très peu de création d'emplois, ça c'est sûr. Oui, on reviendra après. Vas-y. Ouais, non, c'était pour rebondir, vu qu'il en parlait juste avant. C'est vrai que... À moins qu'on en parle. Vas-y. C'est vrai que, par exemple, il y a plusieurs personnes qui disent en fait, ça devrait être logique que quand une entreprise reçoit des aides publiques de l'État, déjà bien sûr qu'il y ait du contrôle, tout ce genre de choses, plutôt de faire semblant de s'offusquer après, de quand même un petit peu voir ce qui se passe, et éventuellement d'interdire en fait, les licenciements dans ces cas-là, ou alors même de rembourser l'aide. Enfin voilà, des propositions comme ça, et c'est vrai qu'on a le droit de se demander pourquoi ce ne serait pas mis en place. On parlera un peu après des moratoires sur les licenciements que propose la CGT, on reviendra après. Effectivement, t'as cassé la trame, Louis. Ouais, mais comme on en parlait. Ouais, on en parlait, mais avant, comme Cyprien parlait, il y a plein de secteurs qui sont concernés, notamment tu parlais de la chimie. On a encore Franck, décidément, il est sur tous les combats, qui allait à Trolley-Breuil rencontrer les salariés de Welchem. Donc c'est une usine de chimie qui fabrique notamment un composant pour faire des antibiotiques, l'amoxicilline. Donc c'est un truc un petit peu important, quoi. Donc on écoute le témoignage de Grégory Dubo, délégué syndical CGT, puis on en discute après. France Chimie, le syndicat des patrons de la chimie, annonce 15 000 suppressions de postes dans l'année ou dans les 2 années à venir pour l'industrie chimique, donc c'est une catastrophe. Donc Welchem aujourd'hui à son actif à Trolley-Breuil, c'est déjà 100 suppressions d'emplois sur 10 ans, et après le plan social, ça sera 239 en tout. C'est catastrophique pour le bassin de Cuise et de Trolley. C'est des petits villages. Quand il n'y aura plus personne qui bossera, ils ne pourront plus vivre non plus. Voilà, merci beaucoup à la régie et à Franck d'avoir fait ce petit magnéto. On voit le syndicaliste ici qui nous parle un peu de l'impact
sur le territoire. Est-ce que vous aussi, c'est quelque chose que vous remarquez, ces plans de licenciement depuis plusieurs années, est-ce que ça impacte aussi fortement le territoire? J'imagine que oui, Carole. Oui, bien sûr. Oui, ça impacte le territoire. Je veux dire, c'est un calcul rapide, tout en sachant que nous, on n'est pas fini, parce que ça va encore plus impacter le territoire, tout en sachant qu'on a un magasin qui fait 13 500 mètres carrés, et il prévoit de le descendre à 8 000 mètres carrés. Donc ça, vous voulez dire qu'il va y avoir encore des suppressions d'emplois dans les années qui viennent, c'est ça? Ouais. Mais oui, si on réduit le magasin de superficie, il y a des chances qu'à l'arrivée... Il faut taper dans le salarié, encore une fois. Il faut tailler dans le salarié. Ouais. Moi, j'avais juste une question à poser à Romain. Le PDG de Michelin, qui est un homme sensible, a déclaré « Je ne laisserai personne au bord du chemin ». Alors, c'est une phrase qu'on entend systématiquement à chaque fois qu'il y a un plan de suppression de postes. À écouter les patrons, on a l'impression qu'il n'y a jamais de chômeurs, en fait. Il y a des plans de suppression de postes, mais tout se passe très bien. Les gens retrouvent du travail après. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours-là? Aujourd'hui, déjà, on sait comment c'est compliqué de trouver du boulot, du travail en France. Hein. Aujourd'hui, les 1254 salariés Michelin, aujourd'hui, ils ne vont pas tous retrouver du boulot. Déjà, en interne, on parle, Michelin, il a annoncé, ça serait entre 10 et 15% qui voudraient être reclassés en interne. Là, rien. 10 ou 15% de l'ensemble des 1254. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on était pour la première réunion du plan antisocial, hein, donc du PSE, là. Ouais. Et donc, du coup, derrière, ils ont dit, si ça arrive à 3 ou 4%, ça sera déjà bien. Donc, 3 ou 4% de 1200 personnes, ça fait pas grand-chose. Hein, ça fait quoi? Ça fait 30, 40 personnes, 50 personnes. C'est reclassement, juste pour expliquer, en interne. En gros, ouais, c'est ça. C'est-à-dire en interne, c'est-à-dire dans d'autres pays, l'obligation de retrouver du travail en interne, en tout cas d'en proposer. C'est-à-dire qu'il resterait 96% à reclasser, donc 1200 personnes. Ouais. Aujourd'hui, on a du mal à trouver du boulot. Je veux dire, Pôle emploi n'a jamais eu autant de chômeurs. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que 1200 salariés Michelin, ils vont retrouver du boulot comme ça. Non, ils iront au chômage. Et puis, malheureusement, pour eux, une fois que le PSE sera signé, et une fois que la période sera finie, donc nous, on parle d'une période qui va s'étendre jusqu'à juillet 2026 pour que les 2 usines soient fermées. Mais après cette période-là, les salariés Michelin, il les connaîtra même plus, comme ça s'est passé à La Roche-sur-Yon, comme ça s'est passé sur tous les autres plans. Puis c'est un métier qui demande des compétences spécifiques, qui demande quelque chose... J'imagine que c'est vraiment pas facile de trouver du travail derrière dans le même domaine. Bah non, aujourd'hui ça peut peut-être être plus facile pour les gens des bureaux. Quand on est cadre ou quand on est ingénieur, c'est plus facile d'aller peut-être dans d'autres usines, mais qu'aujourd'hui quand on a un métier spécifique chez Michelin, parce qu'il y a quand même des métiers spécifiques, aujourd'hui il va falloir se reformer. Et cette formation va durer quand même des années et pour avoir aucune certitude de trouver du boulot à côté. Donc ça va être compliqué. Vous pouvez nous rappeler votre métier, vous, ce que vous faites? Moi, je suis technicien audiovisuel, mais là, je suis détaché à 100% en tant que DSC de la CGT Michelin. Et donc, technicien audiovisuel, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites à Michelin précisément? Moi, je faisais les bons de commande pour faire installer les télés, les vidéoprojecteurs et tout. D'accord, très bien. Voilà. Et DSC, c'est délégué syndical central. Oui. Merci Cyprien. On va retourner très vite à Trolley-Breuil, parce qu'on a une petite phrase d'une autre salariée, Nathalie, qui est assistante commerciale depuis 30 ans à Welcome. On regarde ça, puis on vous fait réagir après. La seule chose qui pourra fonctionner, c'est l'industrie du luxe, les artisans qui ont un savoir-faire exceptionnel, parce que ça, on ne pourra pas l'enlever, le savoir-faire des gens. Et puis, après, on va dire la restauration, les coiffeurs et les croque-morts. Voilà. On sourit, mais finalement, c'est pas très marrant. Elle parle aussi, effectivement, de l'industrie du luxe, que vous disiez tout à l'heure avec les pneus pour les grosses voitures. Est-ce que, par exemple, Carole, vous avez aussi cette vision un peu pessimiste de dire plus tard, il restera le luxe, la restauration et les croque-morts? C'est un peu pessimiste de dire ça? Oui, c'est beaucoup même pessimiste, mais c'est vrai que dans l'image... Excusez-moi. Dans l'image, ça veut dire... Allez-y, buvez un coup si vous voulez. Romain, vous, est-ce que vous avez ce même ressenti? Est-ce que vous êtes autant pessimiste? Bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a rien qui nous fait être optimiste. Aujourd'hui, quand on voit le nombre de plans de licenciements qui sont prévus rien que cette année et l'année prochaine, voilà, Sophie Binet l'a très bien dit, et je pense que c'est pas fini. Mais même le luxe, aujourd'hui, quelle entreprise du luxe fabrique 100% en France à part Hermès? Aujourd'hui, Louis Vuitton, c'est le luxe. Combien de sacs à main est fabriqué en France? Combien de sacs à main sont fabriqués à l'étranger? Aujourd'hui, oui, Hermès produit soi-disant 100% en France. Mais pour combien d'années? Pour combien d'années? Quand ils auront besoin de faire de plus en plus de bénéfices pour reverser de plus en plus aux actionnaires. Aujourd'hui, c'est soi-disant que la famille Hermès qui est actionnaire, mais un jour ou l'autre, il y aura peut-être d'autres actionnaires qui vont rentrer au capital. Et bien à ce moment-là, ils seront aussi obligés d'aller produire à l'extérieur.
et pour faire de plus en plus de bénéfices. Et c'est exactement ce que fait Louis Vuitton, c'est exactement ce que fait Michelin, c'est exactement ce que font les grandes marques pour faire de plus en plus de bénéfices. Carole, est-ce que vous avez repris votre souffle? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, j'ai un chat dans la gorge, désolée, je suis un peu malade, c'est dans l'air du temps. Il restera avec des croque-morts et des pharmaciens. Comment? Il restera avec des croque-morts et des pharmaciens. J'espère, parce que franchement, on en a encore besoin. Non, je disais, oui, c'est vrai qu'elle est pessimiste, parce qu'on c'est dans l'air du temps, et je pense que dans chaque famille, il y a une situation, il y a des situations comme les nôtres, hein, qui sont vécues, et c'est compliqué. Déjà, on voit même nos enfants qui sont obligés d'aller travailler, parce que les parents ont des salaires tellement bas, qui peuvent même pas pallier à leur donner de l'argent pour faire des études. Donc, ils sont obligés de travailler les week-ends, même pour leur hobby. Même, ils travaillent même plus pour leur hobby, ils travaillent plus pour payer les études, etc. Et c'est une tendance qu'on voit aujourd'hui, qu'on voyait pas il y a encore 15 ans. Donc, je pense que oui, on a le droit d'être pessimiste, hein, on va pas lui en vouloir. Hein. Comment la situation, elle impacte vos vies ou celles de vos collègues? C'est compliqué, on voit quand même qu'il y a des dépressions qui sont là, on voit quand même le mal humain, on voit la détresse pour certains. J'ai un collègue qui nous a dit que quand ils étaient en visio avec d'autres salariés, il y a un salarié qui était intervenu en disant qu'il avait fait 2 tentatives de suicide. Et tout de suite derrière, on lui a dit c'est pas le moment d'en parler, on en parlera en huis clos parce que on veut pas que ce soit divulgué, il faut que ce soit isolé, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de misère humaine. Hein. Comme si c'était un problème individuel. Exactement. Or que en vérité, c'est comme un peu, c'est pas généralisé, faut pas exagérer, vous voyez. Mais c'est pas en train de se banaliser, mais c'est des choses qu'on entend régulièrement, qu'on n'entendait pas encore. Il y a, je vous dis, 15 ans. Vous aussi, Romain, c'est des choses que vous entendez de plus en plus régulièrement Bien sûr, ces situations, c'est quand même des drames psychologiques. Hein. Aujourd'hui, des salariés qui ont passé 20, 30 ans, 35 ans dans la même usine, c'est compliqué de se dire que dans 6 mois, dans 1 an, on va plus travailler. Ils ont quand même donné leur vie pour une entreprise. Ils ont participé aux bénéfices que cette entreprise a fait. Et on peut arriver à des drames, bien sûr. Hein. Il y a des entreprises dans lesquelles... après l'annonce de fermeture, il y a eu des suicides, donc nous, on n'espère pas en arriver jusque-là, mais rien ne nous dit qu'il n'y a pas un salarié Michelin qui en arrive là. Aujourd'hui, ça peut créer des divorces, ça peut créer plein de choses, mais à côté de ça, nous, les patrons qui font ça, ils ne sont pas humains. Aujourd'hui, c'est inhumain d'annoncer des fermetures quand on fait des milliards de bénéfices. Et voilà, aujourd'hui, il y a des salariés que leur vie vont être gâchées à cause de patrons qui veulent de plus en plus d'argent, quoi. Il y a quelque chose qui est prévu en interne d'ailleurs pour suivre tout ça ou pas du tout? En gros, une fois qu'on annonce le PSE, est-ce qu'il y a, je sais qu'il y a des boîtes qui font des numéros verts quand les salariés sont pas bien. Chez Michelin, il y a des psychologues, il y a des numéros verts, mais aujourd'hui, c'est compliqué pour un salarié d'aller parler à une personne qu'on connaît pas, de dire oui, ça va pas. Ils en parlent entre eux, les salariés en parlent entre eux, et puis des fois ils vont voir les élus, mais même pour les élus, c'est compliqué d'accueillir un salarié qui est en pleine détresse, hein, parce que c'est pas facile à vivre. Les élus ils vont perdre aussi leur emploi, et en plus faut qu'ils accumulent tout, et puis il faut qu'ils accumulent la détresse des salariés qui vont perdre leur boulot, alors qu'ils sont dans la même situation. Donc aujourd'hui, il y a des salariés qui sont en grande détresse, et nous on a des élus qui sont au bord de l'épuisement parce que ça fait 1 mois et demi qu'ils ont la tête dedans, ils n'arrivent pas à dormir, c'est compliqué. Donc voilà, la situation c'est catastrophique, quoi. Peut-être dernière question de Loumi au Cyprien, sinon on continue, on va parler un peu justement, on parlait d'aides publiques, du CICE, des bilans, etc. On continue. Cyprien, justement, tu avais une question là-dessus? Ouais, j'avais une question à Carole, mais en fait, elle s'adresse aussi évidemment à Romain. On parle beaucoup d'aides publiques ces temps-ci. On sait que Auchan a officiellement touché 500 millions d'euros de CICE. Alors, CICE, c'est Crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Exactement. C'est un truc qui a été mis en place sous le mandat de François Hollande, dont on a parlé tout à l'heure, dont le but visait, comme son nom l'indique, à créer des emplois. À l'arrivée, on sait surtout que ça a coûté beaucoup d'argent pour très peu d'emplois créés. La direction d'Auchan, elle a été interrogée là-dessus. Est-ce qu'elle répond? C'est cet argent a servi à, je cite, augmenter le pouvoir d'achat des salariés à travers la prime de progrès et la participation. Carole, est-ce que vous pouvez confirmer que cet argent a atterri dans votre poche? Oui, je peux confirmer que cet argent n'a pas atterri dans notre poche. Là, je peux bien vous le confirmer. Vous en êtes sûr? Je suis certaine. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore amnésique. J'attends. On n'a pas vu la couleur de cet argent.
Déjà, quand on voit aujourd'hui qu'on est en train de parler d'un PSE, vous voyez déjà que ça n'a pas été réinséré dans l'entreprise. Donc, on me dit dans l'oreillette que c'est peut-être dans la poche de Romain. Ah. Parce que... Je serai pas là. Voilà, on est d'accord, Romain. Sinon, dis-le nous. Non. Déjà, à ce niveau-là, ça sera réglé. Parce que oui, on a des primes de 5 €. La plus grosse qu'on ait eue dernièrement, c'est, je crois, 86 €. Vous voyez, 86 € de primes. De primes trimestrielles. Ouais. De primes trimestrielles. On n'a pas eu de prime qui avoisinait les 200 €. Ça n'existe plus chez Auchan. Vous voyez, donc je pense que l'actionnaire a dû se le garder dans la poche. Il a oublié de les sortir et nous donner les bifetons parce que bon, c'est pas possible. Non, ils nous ont rien réinséré dans l'entreprise, rien du tout. Et est-ce que vous avez, parce que c'est une question qui s'est posée aussi au moment de l'attribution du CSE, officiellement François Hollande disait, vous inquiétez pas, tout ça sera transparent. Et les élus du personnel, donc les gens comme vous, pourront demander des comptes aux directions qui seront obligées de dire un peu où va l'argent. Est-ce que vous avez demandé des comptes à la direction à l'époque où l'argent a été distribué? C'était entre 2013 et 2019. Oui, ils ont dit qu'ils avaient Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Qu'ils avaient réinséré dans l'entreprise. Donc, mais sans donner de preuves particulières. Sans donner de preuves. Dans l'écologie, c'était pas fait pour ça déjà. C'est fait pour les salaires, c'est fait pour les emplois, création d'emplois, etc. Et pas dans l'écologie. Donc... Non, pour moi... Sur l'aide publique, on voulait vous montrer une petite vidéo, encore une fois. Une des dernières personnalités politiques responsables de cette situation, c'est Michel Barnier. Alors, il n'est plus trop là, mais il était encore là il n'y a pas très très longtemps. On va regarder ce qu'il répond. Donc, c'est André Chassaigne qui lui demande s'il est fier de cette politique qui distribue des milliers d'aides aux entreprises sans jamais protéger les salariés. Nous devons créer ou recréer de l'emploi industriel comme maintenir l'emploi agricole dans notre pays. Et ça vaut pour les crédits que nous mobilisons dans le budget, dans le cadre de la France 2030, dans le cadre des soutiens que nous apporterons à telle ou telle entreprise. Je veux d'ailleurs, M. Chassaigne, vous dire, comme à d'autres députés, que j'ai le souci de savoir ce qu'on a fait dans ces groupes de l'argent public qu'on leur a donné. Hein. Je veux le savoir. Et donc, nous allons poser des questions. Et nous verrons si cet argent a été bien ou mal utilisé pour en tirer les leçons. Impressionnant. Ouais, Romain, Carole, secouer la tête, sourire, souffler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Je veux savoir, mais si tu voulais savoir, tu l'aurais su. On se réveille pas un matin, je veux savoir, on vous donnait de l'argent. Poser des questions. Ah oui, on va pas lui donner sa réponse, qu'il aille chercher sa réponse ou il doit aller la chercher. Parce qu'il pose la question, il a la réponse. Mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'il pose la question, il a eu la réponse, donc la direction d'Auchan et de Michelin a communiqué dans la foulée en donnant les chiffres. Voilà. Mais derrière, Michel Barnier, il a refait un entretien au cours duquel il a rassuré les directions d'entreprise en disant « Vous inquiétez pas, jamais je ne demanderai le remboursement de cet argent-là ». Donc c'est quand même beaucoup de communication. On peut poser des questions, mais après... Même s'il demandait le remboursement, il ne rembourserait jamais. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est les patrons qui dirigent la France. Hein. Michel Barnier, c'est un pion. Aujourd'hui, on l'a bien vu, il a duré 3 mois. Il est parti, le prochain, il durera combien de temps, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, c'est les grands patrons, hein, c'est le CAC 40 qui dirige le pays. Aujourd'hui, tout le monde faut en être conscient de ça. Hein. Aujourd'hui, quand les PDG disent si vous nous enlevez nos aides, on part à l'étranger, aujourd'hui, elle est là, la politique française. Donc, il peut demander ce qu'il veut. Hein. Le prochain, il peut demander ce qu'il veut aussi. Il n'aura pas de réponse. Nous, on sait que ce n'est pas venu dans notre poche. On sait à quoi ça a servi. Ça a servi à payer des machines en France pour emmener à l'étranger. Soi-disant, ça devait aussi servir à développer la recherche et tout. On attend toujours, hein, chez Michelin, on attend toujours. La recherche, elle est à Clermont. Mais pour toucher plus, ils ont fait revenir les chercheurs qui étaient à l'étranger. Ils les ont soi-disant basés à Clermont, mais on ne sait pas si aujourd'hui ils travaillent réellement à Clermont ou si c'est encore basé dans les pays étrangers, mais qu'ils dépendent d'un service clermontois. Effectivement, dire on crée des emplois du coup dans la recherche, mais par contre, du coup, on en supprime 10 fois plus de l'autre côté. C'est ça. Effectivement, c'est un argument qui est souvent utilisé, mais qui... Aujourd'hui, hein, je vais prendre Clermont parce que c'est ce que je connais le plus. Hein. Entre 9 et 10 000 salariés, on a 6 500 cadres, 1 500 à 2 000 collaborateurs et entre 1 000 et 1 500 agents. Donc aujourd'hui, on voit que la politique Michelin France, c'est plus de fabriquer des pneus. Il nous reste environ 5 minutes, je vous presse pas, mais juste, il y a quand même un élément sur lequel je voulais qu'on revienne. On a commencé à parler tout à l'heure des possibles solutions pour un petit peu stopper cette situation, notamment le moratoire sur les licenciements. Donc c'est une des propositions de la CGT. En gros, c'est de faire en sorte que l'inspection du travail bloque les licenciements si l'entreprise gagne des dividendes et aussi qu'elle rembourse en fait tout simplement l'aide publique qu'on lui a accordée. Est-ce que, Carole, Romain, c'est une des solutions pour stopper cette situation? Carole? Moi, la solution pour stopper cette situation, c'est qu'on ne fasse pas de PSE.
Voilà, il y a des solutions. Avant de dégainer un PSE, il y a des solutions à trouver bien en amont. C'est pas... les gens ont besoin de manger, ont besoin de vivre, d'avoir un salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va créer quoi? Des frustrations. On va finir comment? La pauvreté humaine, la misère humaine. Les gens ont besoin de travailler. Un travail aussi, le travailler, c'est la santé. Ça devrait être la santé, parce qu'au jour d'aujourd'hui, travailler, non, c'est des accidents de travail, parce qu'on respecte pas les conditions de travail. Et on veut pas ingérer, on veut pas injecter de l'argent. C'est ne pas respecter le salarié. C'est pas le payer comme il devrait être payé, c'est pas l'augmenter, c'est quoi? Il y a rien qui va. Je suis pas pessimiste, mais quand on regarde, il y a rien qui va. C'est-à-dire que tout s'est dégradé et il faudrait rien dire, qu'on continue à licencier, que le salarié continue à s'en mettre plein les poches. Et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Que l'actionnaire, vous voulez dire, parce que le salarié... Pardon, oui, l'actionnaire, excusez-moi, parce que je parlais... On a bien compris. Voilà, l'actionnaire, oui. Il y a plusieurs personnes dans le chat qui parlent de la coopération, du coopératisme qui pourrait être quand je dis la coopération, de fonctionner avec des coopératives dans les entreprises. Je pense notamment à 1336, qui a travaillé en coopérative, donc pour racheter sa propre entreprise et qui aujourd'hui fait un très très bon thé. Est-ce que ça fait partie des solutions, peut-être? Nous, les solutions, on les a proposées aujourd'hui. On les a proposées hier en réunion de PSE. On a proposé des alternatives. Aujourd'hui, Michelin ferme, mais aujourd'hui, nous, on a des alternatives viables à proposer. Et comme on l'a toujours dit, aujourd'hui, on fabrique des pneus sur le site de Cholet, mais on peut fabriquer autre chose. L'essentiel, c'est que les salariés gardent leur emploi. 1336, s'ils font du thé, voilà, ils ont réussi à sauver quelques emplois, pas tous, mais ils ont quand même réussi à sauver leurs emplois. La marque marche très bien. D'ailleurs, ils sont aussi la CGT et à côté d'eux, donc à chaque congrès que je vois, ils sont là pour exposer. Donc voilà, oui, les coopératives, ça peut sauver des emplois. Mais voilà, aujourd'hui, pour revenir au moratoire, oui, il faut qu'il ait lieu, mais moi, j'ai aussi des contacts avec des personnes politiques qui m'ont dit que plusieurs partis de gauche avaient été en mesure de proposer une loi pour arrêter les licenciements quand les entreprises font des milliards de bénéfices, ou font des bénéfices, il n'y a pas besoin de faire des milliards pour ne pas licencier. Donc aujourd'hui, il faut que le gouvernement aille au bout de cette proposition et fasse voter cette loi et qu'elle soit votée par les députés. Aujourd'hui, quel député peut laisser fermer des entreprises qui font des bénéfices? Juste pour aller dans le sens de ce que vous dites, il y a deux partis politiques, le Parti communiste français et la France insoumise, qui ont déposé le même jour deux propositions de loi, justement pour interdire les licenciements boursiers, donc en gros les licenciements des entreprises qui font des bénéfices. Il reste encore à les faire voter, ce qui est très compliqué. Oui, très compliqué. Je suis désolé, on a une dernière question à vous poser. On reçoit Marine Tondelier juste après vous. Donc c'est la secrétaire nationale des Verts. On parlait justement des partis politiques et de la responsabilité dans cette situation. Est-ce que vous auriez une question à lui poser, même si c'est peut-être pas une personnalité que vous connaissez très bien? Est-ce que vous auriez une question à lui poser à Marine Tondelier? Quel vote la... Est-ce que vous la connaissez déjà, Marine Tondelier? Non, je l'ai vue à la télé, mais... Oui. Quel vote ce que le Parti communiste et la France insoumise veut mettre en place pour empêcher les licenciements boursiers et qu'elle fasse le nécessaire pour qu'il y ait de plus en plus de députés qui la votent et que cette loi passe, parce que c'est pas possible d'avoir des licenciements en France quand les patrons et les actionnaires s'en mettent plein les poches. Et vous, Carole? Moi, j'ai envie de dire 49.3. Voilà, comme ça, au moins c'est réglé. Quand ils dégainent le 49.3 pour tout et n'importe quoi, à un moment donné, il faut obliger les entreprises à ne pas licencier. C'est pas possible. C'est-à-dire que là, c'est lunaire. C'est-à-dire que on est en 2024, on est dans une régression. C'est un 49.3 social, c'est ça? C'est-à-dire que les salariés devraient avoir le droit d'appliquer un 49.3 dans l'entreprise? Là, pour le coup, le 49.3 serait bienvenu. C'est intéressant. Merci beaucoup. J'ai bien pris mes notes. On transmettra vos questions. J'espère qu'elle pourra y répondre. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci à vous. C'était vraiment c'était vraiment bien qu'on puisse vous avoir et que vous puissiez... J'ai vu beaucoup de messages de soutien dans le chat. C'est gentil. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui sont avec vous. Donc voilà, on vous souhaite beaucoup de soutien. Merci beaucoup à tous les deux. Il est 20h. Allez-y, vous pouvez sortir du plateau. Merci encore. Merci encore de votre venue. Merci et bon courage.